sommaire des ateliers d'IFTM, l'Amérique du Sud, une destination particulièrement appréciée par les touristes français avant la pandémie de la Covid. Du Pérou à l'Argentine en passant par le Costa Rica, comment ces pays ont-ils vécu la crise, d'autant plus touchés du fait de leur saisonnalité inversée? Quelles mesures pour la reprise? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. L'Amérique du Sud n'est pas toujours simple à exploiter pour les professionnels du tourisme du fait de la saisonnalité inversée et de la complexité de certaines destinations. Mais la tendance de fréquentation par les Français était bonne, voire très bonne avant la pandémie. Alors à quand leur retour? On va voir ça avec nos invités du jour. On a le plaisir d'accueillir à ma droite Rosario Parjuelo Escobar, directrice de PromPérou, l'agence de promotion du Pérou pour le tourisme. Bonjour Rosario. Bonjour. À ma gauche, Luciana Sola, responsable du bureau du tourisme argentin en France. Bonjour Luciana. Bonjour. À ma gauche également Vincent Verdonck, directeur des ventes France d'Air Europa. Bonjour Vincent. Bonjour François-Xavier. À ma droite, Michel Serpette, chef de produit d'Alma Latina, une marque d'East West Travel qui appartient elle-même au groupe Premium Travel. Alors dans la galaxie Premium, on retrouve Australie Tour, Jet Set, la Française des circuits, Time Tour, bref, un ensemble de marques bien connues des professionnels du tourisme. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis, à distance, on est ravi de retrouver Edna Jaime Enciso, en charge de la promotion du Costa Rica chez Indigo Unlimited. Bonjour Edna, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien, bonjour. Bonjour, alors on ouvre tout de suite notre première rubrique, on ne perd pas de temps, le chiffre du jour. Alors, il va s'afficher à l'écran. En 2020, la fréquentation touristique en Amérique du Sud a chuté de 62%. Ça paraît beaucoup, mais c'est un peu moins que sur de nombreux autres continents. Donc 62%, c'est un chiffre qui aurait pu être pire, en tout cas selon l'Organisation mondiale du tourisme. Luciana Sola, on rappelle que l'Argentine est la première destination touristique du sous-continent, si on enlève le Mexique. Le marché français y connaissait une belle progression avant le Covid. Qu'en est-il aujourd'hui, Luciana, de la situation pandémique et touristique en Argentine? Bon, écoutez, la situation du tourisme en Argentine, dans notre pays, est comme dans le monde entier, est préoccupante. Mais il faut savoir que depuis un an, le gouvernement national a mis en place un programme d'assistance aux urgences et au travail et à la production qui permet au secteur du tourisme de profiter des aides et vis-à-vis les contributions sociales, les paiements de 50% des salaires des travailleurs, la possibilité de prendre des prêts à taux zéro. Tout ça, ça a été pour le gouvernement argentin une enveloppe de plus de 3 milliards d'euros qui est destinée au secteur du tourisme. Vincent Verdonck, pour le transport aérien, cette crise pandémique est un cataclysme, évidemment. On est en pleine troisième vague ici en France. Air Europa maintient-il des vols entre l'Amérique du Sud et la France? Alors oui, François-Xavier, nous maintenons des vols, mais avant de parler de la reprise de nos vols transatlantiques, je m'arrêterai sur effectivement la reprise des vols entre Paris et Madrid. Donc effectivement, nous avons un plan de reprise sur ces vols entre Paris et Madrid qui se fera en 3 phases, grosso modo. Donc aujourd'hui, nous sommes en 7 vols par semaine et nous devrions passer en juin à 11 vols par semaine jusqu'à la mi-juillet. Et à partir de la mi-juillet, nous espérons reprendre 2 vols par jour, ce qui nous permettra effectivement d'alimenter tous les longs courriers et nous aurons l'occasion un petit peu plus tard de vous expliquer comment nous prévoyons la remise en place des opérations transatlantiques sur ces 22 destinations Amérique latine,
car nous desservons aussi l'axe Caraïbes. Oui, Vincent, on reparlera en effet de la reprise un peu plus tard dans cette émission. Rosario Parvelo, qu'en est-il de la situation pandémique au Pérou? Rosario, on rappelle que vous aviez reçu 100 000 Français au Pérou en 2019 et c'était un record déjà. Effectivement, c'était un record. L'année avant le Covid, on a eu une croissance de plus de 10% des voyageurs français qui venaient au Pérou. Et le Pérou était l'un des premiers pays d'Amérique latine à recevoir le label Safe Travel de la World Tourism and Travel Council, qui certifie toutes ces destinations touristiques qui proposent des mesures d'hygiène, de sécurité aux touristes pour lutter contre la Covid. C'est le cas de notre citadelle Inca, et l'une des 7 merveilles du monde moderne, Machu Picchu. Aussi, la vallée sacrée des Incas et la ville impériale de Cusco, parmi les autres. Depuis le 15 mars dernier, le gouvernement a autorisé l'entrée ou la sortie des vols au-delà des 8 heures, non? Mais aussi a mis quelques règles de protocole pour assurer la sécurité des touristes. Par exemple, la portée de masques pendant le vol, c'est obligatoire. Pas seulement des masques pas en tissu, mais aussi des plexiglas. Il faut présenter un test Covid-PCR 72 heures avant. Mais aussi, à l'entrée, à l'arrivée de l'aéroport Jorge Chávez, il faut aussi faire un autre test antigène, non, pour montrer qu'on est négatif. Au cas positif, il faut faire une quarantaine de 14 jours, non, sur déclaration sur l'honneur. Il faut payer $45 pour ce test. Ah, voilà les mesures qu'on a mises en place. Michel Serpette, cette crise est interminable, évidemment, pour les tours opérateurs. La décision de mettre en place un 3e confinement est un coup de massue supplémentaire. Quelle est la situation aujourd'hui d'Alma Latina? Quel est un peu votre état d'esprit, Michel? François Xavier, en fait, au départ, comme beaucoup de tours opérateurs, je pense qu'on s'est dit, bon, il va y avoir 2-3 mois, ça va être difficile, mais on pensait tous que ça allait repartir en juillet, août au plus tard. Puis petit à petit, ça allait mieux au niveau de la pandémie, donc on avait de plus en plus d'espoir. D'ailleurs, il est à noter que la plupart des agences de voyage étaient bonnes pour le report. On avait fait des reports pour septembre, octobre, novembre sur nos destinations comme le Pérou, comme l'Argentine. Donc on était vraiment plein d'espoir. Quand est arrivé le mois d'octobre, malheureusement, là, la situation a changé. Il y a eu le 2e confinement. Ça a un petit peu brisé l'élan, mais néanmoins, on a toujours eu des appels. On a une réservation qui est toujours restée ouverte. On n'a jamais fermé complètement. C'est vrai que les gens sont en chômage partiel, mais néanmoins, toujours, on a été ouvert. Et encore à ce jour, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, on répond au téléphone, on fait des devis. C'est vrai qu'il y a eu des moments peut-être un petit peu de découragement parce qu'à chaque fois, on a un report, un autre report, un autre report. Mais pour l'instant, le moral reste bon. Et là, on se dit, bon, septembre, octobre, avec les vaccins, on espère que ça va repartir. On a perdu néanmoins 2-3 personnes de la réservation parce que malheureusement, comme beaucoup, on a eu des gens qui en ont eu marre et qui ont préféré partir ou se lancer dans autre chose. Et ce qui est vraiment dramatique, c'est qu'on a une grosse perte au niveau du savoir. Des gens qui connaissaient les destinations, qui aimaient les destinations et qui partent pour autre chose. Et le jour où ça va repartir, ça va être difficile. Edna Jaime Enciso, avant l'épidémie, le Costa Rica était presque devenu un classique du tourisme français. Quelle est aujourd'hui la situation sanitaire et touristique au Costa Rica? La vaccination a commencé en décembre. C'était l'un des pays en Amérique latine qui a commencé le plus tôt à vacciner. Et ça continue à un bon rythme. Et au niveau du tourisme au Costa Rica, c'est vrai que la destination a ouvert pour les pays européens depuis le 1er août 2020 et pour le reste du monde à partir du 1er novembre 2020. Et c'est toujours le cas. La destination n'a jamais fermé les frontières aériennes. Les conditions d'entrée au Costa Rica en ce moment et depuis le 26 octobre n'ont pas changé. Il n'y a pas une obligation de se faire tester, de faire ni un test PCR ni un test antigénique et il n'y a pas d'obligation de quarantaine.
Il faut juste remplir un passé salud. C'est un petit formulaire à remplir 48 heures avant le voyage. Et il faut souscrire une assurance de voyage qui va couvrir au moins $50 000 dans le cas d'infection pour les logements et $2 000 aussi. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le retour espéré des touristes. C'est notre deuxième rubrique. Demain, quelle reprise ? Luciana Sola, comment voyez-vous la reprise ? Quel est votre calendrier ? On rappelle qu'on va entrer dans l'hiver en Argentine. On imagine que cela retarde d'autant le retour des touristes, non ? Alors, dès le début de la pandémie, en mars dernier, nous avons commencé à travailler pour mieux nous préparer à recevoir le tourisme international dès que la situation sanitaire le permettrait. Et alors, nous avons élaboré de façon consensuelle avec les secteurs publics et privés de l'industrie du tourisme des protocoles de biosécurité qui régulent l'activité des différents secteurs de notre chaîne de valeur, les hôteliers, les agents de voyage, les transporteurs. Tous ces protocoles sont en plusieurs langues, dont le français, et consultables sur notre site web argentina.travel. En plus de ça, en octobre dernier, nous avons reçu le label Safe Travels comme nos amis du Pérou et comme plusieurs destinations d'Amérique du Sud. Et alors, c'est déjà une reconnaissance pour le travail que nous avons fait en interne, mais aussi, ça nous permet de transmettre un message de sécurité et de confiance à la communauté des voyageurs. Et nous sommes convaincus que pour la reprise, c'était essentiel d'avoir ces protocoles de biosécurité pour donner justement cette confiance aux voyageurs. Et en plus de ça, et le fait d'être un pays et nature, grand espace, ça va nous permettre aussi de nous positionner d'une façon plus forte et dans le marché international. Oui, ça, on va en reparler en effet. Vincent Verdon, comment vous voyez la reprise du transport aérien entre la France et l'Amérique du Sud, là, pour les mois qui viennent ? Alors, tout à l'heure, je m'étais arrêté sur les fréquences que nous avons en place entre Paris et Madrid. Effectivement, ces fréquences vont redevenir biquotidiennes à partir de la mi-juillet. Donc, ça va nous permettre vraiment d'exploiter à fond le réseau transatlantique. Puis, je vous rappelle qu'on a 22 destinations transatlantiques, inclus l'arc Caraïbes. Donc, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais essayer de vous résumer par groupe plus ou moins les destinations sur lesquelles on va opérer et on va lentement augmenter les fréquences. Donc globalement, comme je vous disais tout à l'heure, on a une première période qui est la période d'avril, mai, juin. Et puis après, il y a la période de juillet qui ira jusqu'à novembre. Et après, on se pose sur un peu de la prospective où on essayera d'ancrer à partir de décembre ce qui adviendra sur l'année 2022. Donc effectivement, l'axe Caraïbes, là nous avons 2 destinations fortes, Saint-Domingue et La Havane, où nous opérons actuellement sur Saint-Domingue 5 vols et nous allons monter crescendo jusqu'à 6 vols entre maintenant et à la fin de l'année. Également La Havane, où là, actuellement, nous sommes sur du 1 vol par semaine et crescendo, on devrait monter jusqu'à 4 vols. Après, vous avez effectivement 4 destinations sur lesquelles on se concentre vraiment parce qu'il y a du potentiel. Ce sont Bogota, Buenos Aires, Rio de Janeiro et Lima. Et là, grosso modo, on est, selon les jours d'exploitation, on est actuellement sur 1 ou 2 vols par semaine et on devrait monter crescendo à travers l'été jusqu'à la fin de l'année sur du 7 vols par semaine. Il y a d'autres destinations je dirais, annexes, où là, effectivement, la reprise du trafic n'est pas encore prononcée. Mais voilà, l'intention, c'est effectivement d'accompagner, à partir de la mi-juillet, ce retour du voyageur sur nos lignes. Rosario Pajuelo, quel est, vous, votre calendrier de reprise ? Qu'est-ce que vous espérez pour les mois qui viennent ? Oui, même si le contexte est assez difficile pour le monde entier, et nous restons très positifs. Et
Notre calendrier a été lancé et on pense qu'on va relancer cet été. Et on va recevoir les touristes français parce que l'intérêt de la France pour le Pérou reste intact. Ça, c'est le plus important. En plus, on a commencé tout un processus de vaccination. Et on a aussi lancé le 1er avril dernier un plan de réactivation du secteur tourisme qui s'organise sur 2 axes. L'axe c'est un pays de la biodiversité, l'un de 4 mégacentres de la biodiversité, et aussi un pays avec une culture, une histoire millénaire. Michel Serpette, je rappelais que la saisonnalité touristique est inversée avec la France. La vraie reprise, c'est pour quand, selon vous? Pas avant la fin de l'année? Alors moi, j'espère que ça sera avant. Parce que certains pays vont réouvrir et j'espère qu'à partir de septembre-octobre, on va sauver la saison sur l'Argentine, sur le Chili. À partir du moment où les gens sont vaccinés et que les pays ouvrent de l'autre côté, ça devrait bien se passer. On a aussi le Costa Rica où c'est la haute saison à partir d'octobre-novembre. On a toute l'Amérique centrale, y compris le Mexique, même si la situation actuelle est un petit peu difficile. Moi, j'espère que ça va redémarrer. Au mois de janvier, moi, j'ai inscrit des nouveaux clients, c'est-à-dire pas des reports. Pour le Costa Rica, pas beaucoup de dossiers, quelques dossiers, mais néanmoins, on voit qu'il y a une envie des gens de partir. La seule chose, ça a été arrêté complètement quand il y a eu la mesure de notre Premier ministre qui a vraiment tout bloqué. Mais moi, je pense que les gens ont envie de partir et dès qu'il va y avoir le feu vert, et il faut que les gens se fassent vacciner, il faut accepter le passeport sanitaire parce que c'est la seule solution pour que de l'autre côté, les pays réouvrent, acceptent l'entrée des touristes. Sinon, on n'avance pas. Mais moi, j'espère qu'en septembre, oui, et voire même un petit peu avant. Bon, un message d'espoir en tout cas pour la rentrée de septembre. Edna Jaime Enciso, quel est votre calendrier de reprise pour le Costa Rica? Alors le Costa Rica est déjà ouvert et ils sont déjà en train de recevoir des touristes depuis le moment qu'ils ont réouvert les frontières en novembre dernier. Le problème en ce moment avec les marchés français, c'est la fermeture des frontières depuis à partir des mesures prises par M. Castex. Et c'est ça le problème. On ne peut pas se projeter, même si on essaye de faire des promotions, même si on donne énormément de visibilité aux Costa Ricains en ce moment sur les marchés français, on ne peut pas savoir à partir de quand on pourra envoyer encore des touristes français au Costa Rica. Alors j'aimerais qu'on fasse un autre tour de table sur l'accompagnement de la reprise. Luciana Sola, comment l'Argentine compte justement accompagner cette reprise auprès des professionnels français? Alors début de cette année, nous menons une campagne de communication, une campagne de presse très importante et dans les médias classiques ainsi que dans les réseaux sociaux. Cela nous permet, entre autres, de rester dans l'imaginaire, dans l'esprit des voyageurs. Comme ça, le moment venu, quand ils vont devoir choisir leur prochaine destination de vacances, ils vont penser à l'Argentine. Ça, c'est au niveau public général. Et concernant nos partenaires, les professionnels du tourisme français, et depuis l'année dernière, nous avons organisé plus de 70 webinaires sur 40 marchés différents dans la France. Ici en France, nous avons organisé des webinaires en solo, ainsi qu'avec des associations françaises et des réseaux des agents de voyage. Nous allons continuer avec ce type d'opération en ligne, mais dès que la situation le permettra, nous voulons revenir aux événements présentiels, dont bien évidemment la prochaine édition de IFTM Top Resa au mois de septembre. Et en 2019, juste avant la pandémie, nous avons reçu 158 000 Français. Et ça faisait la deuxième année consécutive que les voyageurs venaient comme ça en nombre important. Et ça fait que la France est le deuxième marché émetteur en Europe depuis l'Espagne. On sera ravis en tout cas de vous retrouver en présentiel sur le salon du 5 au 8 octobre prochain. Vincent Verdonck, est-ce que Air Europa va stimuler le marché français quand l'heure de la reprise aura sonné, notamment peut-être par des actions spécifiques auprès des professionnels ?
Tout à fait, stimuler et en tout cas accompagner. Comme je vous disais tout à l'heure, le programme de vol est fait pour ça. Donc effectivement, trois choses concrètes. La première, c'est qu'on travaille en binôme au bureau. On est à 50%. Et donc en fait, les commerciaux sont accessibles 5 jours sur 7 avec leurs partenaires tour opérateurs, leurs partenaires réseau, leurs partenaires agences de voyage. Et donc effectivement, c'est un acte de présence volontaire, effectivement, pour continuer à exister et continuer à aider autant que possible nos partenaires agents de voyage. On réfléchit aussi actuellement à un outil que les agents de voyage connaissent bien, qui est MilesAttack. On réfléchit effectivement à mettre en place, à partir de la mi-juillet, des actions de motivation pour stimuler les agents de voyage et faire en sorte qu'ils vendent plus les destinations sur lesquelles nous volons. Troisième point important, et là, Air Europa ne fait pas exception, nous avons une gamme de tarification qui encourage effectivement les agents de voyage à réserver avec une crainte minimum quant aux annulations des passagers. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, on essaye d'être le plus flexible possible pour inciter le passager final à ne pas se désister. Alors on continue notre petit tour de table. Rosario Parpello, le Pérou a-t-il prévu un plan d'attaque spécifique auprès des professionnels français pour accompagner la reprise? Définitivement. Depuis le début de la pandémie, on a travaillé très fort, étant donné que la France est essentielle et vitale pour le Pérou dans le continent européen. Et on a accompagné les professionnels du tourisme en informant tout le temps à travers des bulletins et sur la situation sanitaire du Pérou, sur la situation des opérateurs sur place, mais aussi avec de l'enseignement de e-learning pour la formation des professionnels. En plus, on a organisé l'année dernière le Peru Travel Mart. C'est le plus grand salon du Pérou et on dirait aussi de l'Amérique latine pour les professionnels. On a eu la participation de 25 tour opérateurs français, qui vraiment un nombre, c'était aussi très, très important, qui a donné un coup d'espoir pour notre secteur. Non? Et nous organisons en même temps des campagnes de promotion digitales à travers des influenceurs, les réseaux sociaux et des webinaires pour maintenir l'intérêt sur la destination Pérou à travers l'histoire et le parcours virtuel de musées. Non? Et surtout cette année, on va vraiment renforcer notre stratégie de communication parce que c'est notre bicentenaire, 200 ans de notre indépendance du Pérou. Michel Serpette, 2 questions. La première pour la reprise. Allez-vous aménager votre production sur l'Amérique du Sud en vous concentrant peut-être sur des régions en particulier ou des produits en particulier? Et puis deuxième question, avez-vous prévu, vous aussi, des actions spécifiques à destination des agents de voyage? Alors, François-Xavier, en fait, ce qu'on a prévu de faire, c'est d'abord pousser les destinations qui vont réouvrir. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de pousser des pays qui sont fermés. Donc, c'est vrai qu'en priorité, le Costa Rica, le Chili, l'Argentine, le Pérou sont les destinations. Ce qui me fait très mal au cœur, c'est que l'Équateur, qui est ouvert, un peu comme le Costa Rica, depuis le mois de septembre, il n'y a pas de demande, alors que le pays est ouvert, qu'il y a des mesures de safe travel et tout, mais malheureusement, l'encéphalogramme est plat. C'est vraiment dommage pour un pays qui a en plus les Galapagos, qui sont vraiment une destination qui fait rêver. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un office du tourisme en France pour pousser l'Équateur, qui est une belle destination. Sinon, on espère le Mexique, qui est une grosse destination, mais c'est vrai qu'on ne va pas changer beaucoup la prod, parce que notre production, c'est essentiellement à la carte. On fait quelques circuits en groupe et on essaie de faire des petits circuits avec peu de participants parce que c'est vraiment apprécié par les clients et par les agences. On les fait en garantie base 2, c'est une tranquillité pour les agences, mais on n'a pas de gros changements au niveau de la prod. On essaye, nous, en travaillant beaucoup à la carte, notre brochure sert surtout de support. Mais si on nous demande quelque chose qui n'est pas dans la brochure, on le fait, on le demande et tout. Edna Jaime Enciso, comment le Costa Rica veut-il faire revenir les touristes français? Avec quel levier auprès des agents de voyage notamment? Alors, c'est vrai que depuis le début de la pandémie, on a continué de communiquer, d'accompagner, de former tout le temps les agents de voyage et les tour opérateurs.
On a un site spécifique professionnel qui s'appelle le Pura Vida University et on a créé plusieurs types de formations web comme l'e-learning. On a créé des vidéos de formation avec différents agendes réceptives costariciennes qui touchent différentes thématiques sur le voyage au Costa Rica. On fait des newsletters, on a fait un manuel des ventes. On continue à faire des webinaires, des séductours. On fait des challenges de vente justement pour essayer de former, mais en même temps motiver la vente des voyages au Costa Rica parmi les tour opérateurs et les agents de voyage. Et au niveau du public en général, on a continué à donner beaucoup de visibilité à travers les réseaux sociaux, motiver les gens, inspirer les gens. On fait des reportages avec différents types de médias et on fait aussi des campagnes co-brandées avec des tour opérateurs. Alors on va maintenant essayer de se projeter un peu plus loin que la reprise. C'est notre dernière rubrique, le monde d'après. Luciana Sola, certains disent que cette pandémie pourrait modifier le visage du tourisme. Êtes-vous d'accord avec eux? Est-ce de nature, en tout cas, à faire évoluer l'offre touristique en Argentine? Alors, nous sommes totalement d'accord avec cette affirmation. Nous sommes convaincus que cette crise a profondément changé nos envies et nos attentes au moment de voyager. Et nous avons tous entendu parler des nouvelles tendances des voyageurs post-pandémie et post-Covid. Alors, la communion avec la nature, et éviter les endroits trop peuplés, et aller à la rencontre de l'autre. Et nous croyons que l'Argentine peut justement répondre à toutes ces demandes-là. Et dans l'imaginaire des voyageurs, l'Argentine est synonyme des natures, des grands espaces, des paysages contrastés. Et pour citer certains d'entre eux, nous avons une des nouvelles 7 merveilles naturelles au monde, les chutes du Iguaçu dans le nord-est du pays. Nous avons des déserts de sel dans le nord-ouest. Nous avons bien évidemment la Concagua, le pic le plus haut de l'hémisphère sud dans la province de Mendoza, et berceau du Malbec argentin. Et nous avons des lacs, nous avons des glaciers en Patagonie. Alors tout ça, comme vous pouvez imaginer, ce sont des choix de voyage. Et pas seulement dans un seul voyage, comme on a vu jusqu'à maintenant, les Français qui viennent en Argentine, qui font la course pendant 15 jours. Prenez le temps, restez chez nous, prenez le temps d'aller à la rencontre avec des populations locales et vous allez voir que chaque voyage va avoir des expériences uniques et authentiques. Vincent Verdon, quelle est la stratégie d'Air Europa à plus long terme sur l'Amérique du Sud? Les compagnies du sous-continent ont du mal aujourd'hui. Certaines se sont mises sous la protection de la loi sur les faillites. Comment vous voyez les choses? François-Xavier, Amérique latine, parce qu'en ce qui nous concerne, nous volons aussi sur l'axe Caraïbe, donc il ne faut pas exclure, en ce qui concerne Air Europa, l'axe Caraïbe. Donc, non, pour en revenir à votre question, déjà, Air Europa opère toujours. Donc, effectivement, Air Europa a été considéré par l'État espagnol comme une compagnie stratégique et donc, à ce compte-là, a bénéficié effectivement des aides et des subventions de l'État. Ça a mis du temps, mais globalement, les choses se sont faites et nous sommes toujours là. Donc, ça veut dire que globalement, sur 2022, on se positionne comme une compagnie qui va reprendre de façon graduée ses opérations. Je pense que la compagnie devra de toute façon, comme les autres compagnies, s'adapter à la nouvelle réalité du voyage d'affaires qui va muter, qui ne se fera pas forcément dans les mêmes pourcentages en termes de flux. Et donc, effectivement, ça amènera la compagnie à reciseler, réadapter son offre sur ces différentes destinations. Par contre, la tendance qu'on aura probablement en 2022, c'est forcément une reprise du trafic loisir avant la reprise du trafic affaires. Rosario Parruelo, cette crise a accentué les critiques sur les excès du tourisme, notamment du surtourisme. On sait que certains sites incas comme le Machu Picchu étaient aussi victimes de leur succès et d'une surfréquentation. Cette crise peut-elle faire changer les choses ? On n'a pas seulement entendu la crise sanitaire pour
redéfinir les stratégies de promotion du Pérou. Même avant le Covid, le Pérou a ouvert de nouvelles destinations. Le Nord, par exemple, sur le circuit Nord, qui montre toutes les cultures précolombiennes de Mochichimu et le royaume de Chachapoyas. Chachapoyas, aujourd'hui, est une destination, le Machu Picchu du Nord, on l'appelle, le royaume de ces forteresses magnifiques. Et aujourd'hui, l'accès, c'est plus facile parce que les Français ont construit un téléphérique qui vous permet de monter en 20 minutes jusqu'au sommet. Non? Mais autour de cela, il y a tout le Pérou compte beaucoup d'espaces pour faire des sports comme le kayak, le surf, non? Et le trekking. Ce que le tourisme cherche en ce moment. Non? La biodiversité, c'est très important pour nous, les associations des oiseaux, par exemple. Mais aussi, le Pérou a une carte qui va jouer très fort, qui joue depuis quelques années, mais c'est la gastronomie. C'est le tourisme gastronomique qui nous a ouvert différents circuits, pas seulement à Lima. Lima, avant, c'était une ville de passage, non? Mais à l'heure actuelle, les touristes cherchent à manger bien et les Français sont connaisseurs. On partage cette goût pour la bonne cuisine et surtout une cuisine saine. Michel Serpette, 2 questions. Est-ce que ces tendances peuvent vous amener à modifier votre production? Et la deuxième question, le circuit accompagné a-t-il encore de l'avenir? En clair, les clients vont-ils avoir peur désormais d'être en groupe pour des raisons bien sûr sanitaires et privilégier d'abord les voyages individuels? Alors, à notre niveau, nous, on travaille à la carte. Donc, modifier la production, on la modifie en permanence. On n'a jamais eu une production figée. Moi, ça fait depuis 1996 qu'on travaille sur Alma Latina, sur l'Amérique latine. Et on adapte. Il y a des choses qui arrivent, il y a des vols qui n'existaient pas, il y a des liaisons qui se font, il y a des régions qui s'ouvrent. Moi, quand j'ai commencé, l'Argentine, on ne parlait quasiment pas du Nord-Ouest. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans le Nord-Ouest en 97, mais les routes étaient vraiment en mauvais état et tout, mais c'était une région magnifique. Donc moi, j'ai toujours fait la promotion de cette région. Donc je dirais, en tant que tour opérateur, notre importance et notre devoir, c'est d'ouvrir les choses et de ne pas rester figé. Refaire le même circuit année après année, non. Souvent, on a un circuit de base, mais on le modifie, on rajoute quelque chose, où il y a un nouveau tour qui se fait. Moi, j'aimerais fortement aller au Salar de Tolar, qui est dans le nord d'Argentine, mais qui pour l'instant est encore pas facile d'accès, mais un jour ou l'autre, je sais qu'on le fera. Donc changer la production, non, notre production, elle change en fonction de ce qu'on nous demande. Le circuit accompagné, là, c'est autre chose. Moi, je crois, au début, quand j'ai commencé sur Alma Latina, on ne faisait pas de circuit accompagné parce qu'on pensait, nous, on est à la carte et on ne sait pas, ça ne sert à rien et tout ça. Et à l'époque, j'étais convaincu par un représentant qui m'a dit, mais si, mais un circuit, ça va t'amener aussi des clients qui viendront une fois sur un circuit accompagné, une autre fois sur autre chose. Maintenant, dire que les gens ne vont pas partir parce qu'être en groupe, je ne le pense pas. Si vous partez, moi, de toute façon, on ne fait que des petits groupes, base 2, maximum 13, 14 personnes. Donc, si les gens respectent au minimum les conditions, pourquoi ils ne partiraient pas en groupe? Je pense que le circuit en groupe a un avenir, mais pas les bus de 50 personnes comme il pouvait y avoir auparavant. Des petits groupes, des circuits un petit peu originaux, voire tourner un petit peu vers l'écotourisme, puisque c'est la sensation du moment. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, le prix reste la dominante au niveau des clients. On a un grand discours écologique, changement de tendance et tout, mais néanmoins, ils veulent quand même tous voir souvent un peu les incontournables, parce que si vous allez en Argentine et que vous n'avez pas vu Ushuaia, au retour, vos amis vous disent « Comment, t'as pas vu Ushuaia ?» Non. Donc, finalement, voilà, c'est plus pour des gens qui font un deuxième voyage. Oui, le prix reste évidemment le premier critère. Le prix reste un critère très important, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Edna Jaime Enciso, on parle d'un tourisme plus vertueux, plus écologique. C'était déjà le choix fait depuis un certain temps par le Costa Rica. Est-ce que cette crise peut aussi être une opportunité pour le Costa Rica? Oui, c'est toujours une opportunité. Je crois que les gens maintenant, partout dans le monde, se rendent compte de l'importance de voyager autrement, plus écologique, plus durable, de faire plus de contacts avec la population. Il y a toujours des initiatives au Costa Rica qui se développent. Je vous donne juste un petit exemple, c'est le projet FUNAFIFO. C'est un projet qui invite les touristes à compenser leur empreinte de carbone et soutenir l'économie verte au Costa Rica en même temps. C'est une petite calculatrice qu'ils peuvent juste calculer les kilométrages qu'ils vont faire en avion et donner un montant d'argent
pour aider justement à soutenir l'économie verte au Costa Rica. Et c'est ce type de projets qui vont améliorer toujours le tourisme costaricien et proposer des espaces plus verts et plus durables pour les étrangers et pour les touristes en général. Et il faut savoir aussi qu'ils essayent de développer beaucoup les nouvelles tendances du tourisme de voyager. Par exemple, les travailleurs nomades, les gens qui vont voyager pour faire du télétravail dans d'autres pays, dans d'autres types de cadres plus naturels, plus au calme, plus loin de leur maison. Les tourismes de bien-être, les forest bathing, les yoga, les sports, toujours manger plus sain, vivre plus sain. Et c'est ça qui essaye de développer le Costa Rica de plus en plus. Merci Edna. Nous arrivons au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Je remercie évidemment les internautes pour avoir suivi cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour suivre en temps réel toutes les nouveautés et le programme des ateliers de l'IFTM, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Et évidemment, je vous donne rendez-vous du 5 au 8 octobre prochain dans les allées d'IFTM physiquement. Ce sera un plaisir évidemment de vous y retrouver. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci.